les étapes par lesquelles on devra passer pour concevoir un logiciel. C'est des étapes bien connues, des grandes phases, si vous voulez. Et dans chaque phase, ou bien dans chaque étape, on réalise un certain nombre d'activités. Le résultat de ce cycle de vie, c'est l'aboutissement au logiciel. Donc aujourd'hui, on va voir le cycle de vie, mais à travers des modèles, qu'on appelle des modèles de cycle de vie. Donc, je vais passer la diaporama. Alors, je crois qu'il y a quelqu'un qui demande à être accepté. Je ne sais pas, les gens qui demandent à être acceptés, je ne leur ai pas envoyé de... Est-ce que je ne leur ai pas envoyé une invitation ou bien ceux-là, ils font partie des gens qui ne sont pas... مالك عندهم ايميل حضور عندهم un autre email qui me le communique. Comme ça, la prochaine fois, je vais les ajouter dans la liste. Les gens qui ont des emails autres que ceux qui existent dans la liste qui m'a été envoyée par votre délégué, qui me les envoie à travers mon email, comme ça, je vais les rajouter. Bon, je vais encore revenir au cours. Non, ça, c'est le TP qu'on va faire cet après-midi, Inch'Allah. Et puis là, le cours, c'est modèle. Voilà, donc comme je vous ai dit, les modèles de cycle de vie, c'est le sujet de notre cours numéro 4. Donc, voici un petit plan. Donc, ici, dans ce plan, on cite les principaux modèles qu'on va essayer de voir ensemble. Le tout premier, c'est le plus connu, on l'appelle le modèle en cascade. Ensuite, on verra le modèle en V. Ensuite, il existe un autre modèle qu'on appelle modèle par prototypage, ou bien le prototypage. Il y a le modèle en spirale et enfin le modèle qu'on appelle itératif et incrémental parce qu'il encapsule deux mécanismes de développement d'un logiciel. C'est celui de faire des itérations et de composer des incréments à chaque étape de réalisation du logiciel. Donc, il y a le mot itératif et le mot incrémental qui sont inculqués dans ce modèle de cycle de vie. Madame, normalement, l'écran est bloqué. Comment? Normalement, l'écran est bloqué. L'écran est bloqué, donc je vais refaire le partage. Non, c'est bon, c'est bon. Parce que qu'on a mazal la première diapo. D'accord, parce que là, je fais passer la diaporama. Peut-être c'est à cause de la diaporama. Maintenant, est-ce que vous arrivez oui, madame, à voir... des diapos, mais je suis par exemple, est-ce que, par exemple, vous voyez la diapo numéro 3? Non. Non. Vous la voyez pas? Ah, d'accord. Donc, attendez, je vais faire une astuce. Donc, je vais enregistrer ça, enregistrer sous forme de diaporama. Enregistrer sous, ok. Donc, et je vais partager plutôt la diaporama au lieu de la présentation. Attendez, je vais voir s'il y a ce modèle de diaporama. Voilà, diaporama, par exemple. Voilà, enregistrer. Ok, donc continuer. Donc, je vais ouvrir la diaporama carrément. Donc, je ne sais pas si la séance aujourd'hui, est-ce qu'il y a la diaporama? Je vais voir ici. Je crois que c'est celle-là. Attendez, vous ne voyez pas parce que je n'ai pas partagé tout l'écran. Mais moi, je vois des choses. Un petit peu de patience, juste histoire de... Donc, je vais stopper la présentation. Et maintenant, je vais partager plutôt la diaporama. Windows, d'accord. PowerPoint, je crois que c'est celle dans la diaporama. Voilà. Partager. Ramasser. Maintenant, est-ce que vous arrivez à voir la diaporama? S'il vous plaît? Oui, madame, oui. Oui, راكي في اليابو 2. Diapo numéro 3. Nous sommes sur le diapo numéro 3. Oui, Oui. ben دوك. D'accord, parce que j'ai partagé maintenant la diaporama.
D'accord? Donc, le premier cycle de vie qu'on va voir, c'est le cycle de vie en cascade. Donc, le modèle de cycle de vie en cascade, il se caractérise par un certain nombre de propriétés. Tout d'abord, ce modèle, c'est un modèle très classique, c'est le tout premier. Il a été initié ou bien créé par un certain Royce vers les années 70. Ce modèle, il est découpé en plusieurs phases successives, c'est-à-dire l'une après l'autre. Donc, il n'y a pas de, si vous voulez, entre phases, il n'y a pas un arrêt quelque part. Non, quand vous terminez la première phase, vous passez tout de suite à la deuxième et ainsi de suite. Donc, il y a une succession de phases qu'il faudrait respecter. Donc, dans chaque phase, il est question de réaliser une activité, une certaine activité du cycle de vie. Donc, ça peut être la conception, ça peut être le codage, ça peut être… On connaît un peu les activités d'un cycle de vie. Donc, faisabilité, spécification des besoins, etc. Donc, codage, conception, et ainsi de suite. Donc, à chaque phase correspond une activité. Donc, aussi, parmi les caractéristiques, c'est qu'une activité, elle peut produire plusieurs livrables. Ça veut dire, quand je termine une activité, il se peut que je remets quelque chose au client. Par exemple, lorsque je termine la partie spécification des besoins, par exemple, parmi les choses que je peux lui remettre, c'est le cahier de charge modélisé sous forme de diagramme, par exemple. Quand je termine la phase de conception, je peux lui livrer, par exemple, la documentation et le rapport concernant le schéma de ma conception, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle les livrables, c'est-à-dire quelque chose que je peux livrer d'ores et déjà au client sans avoir encore terminé le logiciel. C'est-à-dire, au cours du parcours de développement de logiciel, il se peut, à une certaine activité ou à une certaine phase ou bien étape, je dois ou bien je suis censé lui livrer quelque chose. Donc, je suis censé lui livrer quelque chose. Cela est décrit selon le contrat que j'ai signé avec le client. Donc, si dans le cas, le contrat, il m'a spécifié que je dois lui livrer quelque chose, ça veut dire que je suis dans l'obligation de le faire. Donc, ici, on vous dit parmi la caractéristique la plus importante, c'est celle-là. Chaque phase ne remet en cause que la phase précédente. Alors, je suis dans la phase 1, je l'ai terminée. Ensuite, je passe à la phase 2. S'il y a un problème, je reviens à la phase 1. Ensuite, supposons que j'ai terminé la phase 2. Je vais passer à la phase 3. S'il y a un problème dans la phase 3, je ne peux revenir qu'en phase 2. Et je ne peux pas revenir à la phase 1. Donc, je ne reviens qu'à une phase précédente et pas les phases qui sont bien avant. Donc ici, parmi les caractéristiques aussi, et pas d'évaluation entre le début du projet et sa validation. Donc, entre-temps, je ne valide pas les différentes phases du projet. Donc, il n'y a pas moyen de valider. Je suis en train de suivre des phases ou bien des activités. Je termine, je termine. Il n'y a pas de validation. Donc, peut-être la validation se fera à la fin du projet. Donc, voici un petit schéma, une petite représentation graphique, justement, du cycle de vie en cascade. Donc, sans parler du modèle, on voit bien, en termes de cycle de vie, c'est les mêmes phases qu'on a décrites dans le cours numéro 3. Donc, faisabilité, cahier de charge, spécification des besoins, la conception architecturale, conception détaillée, programmation, intégration et installation, exploitation et maintenance. Donc, vous voyez bien, tout cela, ce sont les activités d'un cycle de vie normal à tout autre cycle de vie selon ce modèle ou bien un autre modèle. Donc, vous voyez bien ici, donc regardez, si je suis dans la phase faisabilité, cahier de charge. Faisabilité, ça veut dire que je vais me poser la question, est-ce que je vais faire le logiciel ou bien je ne vais pas le faire. Cahier de charge à ce niveau, ça veut dire que je vais exprimer mes besoins en langage naturel, avec n'importe quel moyen. L'essentiel, j'exprime mes besoins en tant que client. Maintenant, une fois terminé cette phase, je passe à la phase spécification des besoins. Ça veut dire ici, je vais formaliser encore mieux mes besoins selon, par exemple, je peux utiliser le modèle UML ou bien le langage UML pour tracer les différents diagrammes qui vont exprimer de façon semi-formelle mes besoins. Lorsque j'aurai terminé
cette phase de spécification de besoin et l'expression de besoin, j'aurais établi le cahier de charge. Supposons à ce niveau-là, je me rends compte qu'il y a des besoins qui n'ont pas été pris en charge dans la spécification. Donc ici, je suis obligée de revenir à l'étape précédente. Et là, je vais compléter ma liste des besoins. Je vais compléter mon expression des besoins. Ensuite, je reviens ici pour les modéliser selon, par exemple, des diagrammes UML, et ainsi de suite. Donc, une fois cette activité terminée, je vais passer à la phase suivante, qui est la conception architecturale. C'est-à-dire la conception architecturale, je vais donner le schéma global de mon logiciel futur. Schéma global, je peux le faire à travers un diagramme de composants, ou bien un diagramme de package, ou bien avec n'importe quelle autre schématisation. L'essentiel, c'est de faire ressortir les grandes composants, si vous voulez, les grandes catégories ou bien les grands modules qui vont composer mon logiciel. Donc maintenant, supposons que dans cette conception architecturale, il y a des choses qui manquent. Je me suis aperçu de ça, ou bien avec concertation avec le client, il me dit il y a des choses qui devaient se trouver dans la conception architecturale, mais ils ne sont pas pris en charge. Dans ce cas-là, je suis obligée de revenir à la spécification pour compléter ma spécification, mes différents diagrammes. Parce qu'il y a des diagrammes qui n'ont pas été faits, chose qui s'est répercutée sur ma conception architecturale. Et dans ce cas-là, s'il y a une faille dans cette phase, je ne peux pas revenir au cahier de charge et faisabilité. Ça, je ne peux pas faire ce saut. Je ne reviens qu'à la phase qui vient avant. Donc, une fois terminée cette phase, donc je vais passer à l'activité suivante qui est la conception détaillée. C'est là où je vais encore expliciter ma conception architecturale. Ça veut dire je peux, en termes de détails, je peux aller vers la description des structures de données, par exemple, expliquer chaque composant qu'est-ce qu'il fait, ou bien chaque module qu'est-ce qu'il fait, quelles sont ses entrées, ses sorties, quel est son traitement. Je peux donner les algorithmes carrément, les algorithmes qui vont permettre de programmer par la suite en choisissant un langage de programmation. Je peux fournir même un document qui explicite tout ça. Les structures de données choisies, les algorithmes, la description de chaque module de mon logiciel, etc. Tout ça font partie de cette étape de la conception détaillée. Donc, une fois terminé, je passe à la programmation. Donc, programmation, c'est le codage, c'est la phase de codage. Donc, je programme ce que j'ai conçu en choisissant un langage de programmation. Ça peut être Java, C#, n'importe quel langage de programmation convenu avec les clients. D'accord? Ici, il y a la programmation, il y a des choses qui manquent. Je ne peux revenir qu'à la conception détaillée et pas à la conception architecturale. Ensuite, parce que dans la programmation, lorsqu'il s'agit d'un vrai logiciel, en général, on le fait en groupe. Donc, il y a des parties qui vont être programmées par un groupe, par un certain nombre de membres de groupe, une autre partie qui est programmée par d'autres éléments du groupe, etc. Donc, vous voyez bien, il y a des parties qui peuvent être programmées par différents éléments du même groupe. Et dans ces cas-là, lorsque chacun programme, il choisit différentes, si vous voulez pas structures de données, mais plutôt différentes appellations, différents mécanismes de programmation, etc. Il utilise plusieurs, peut-être différents paradigmes de programmation, etc. Donc, lorsque on va assembler tout ce qu'on a programmé, donc il y a lieu de faire une étape d'intégration. Cette étape, c'est important. Pourquoi? Parce que les différentes programmations qu'on a faites, elles doivent communiquer entre elles. Donc, des fois, il faut se mettre d'accord sur le même nom des variables. Sur comment, par exemple, la première partie qu'on a programmée, elle va appeler la deuxième pour certaines méthodes, etc. Donc, tout ce travail fait partie de cette phase d'intégration pour pouvoir agencer les différentes parties de programmation qui ont été réalisées par différents groupes de travail. Donc, ça y est, donc on a terminé cette phase d'intégration, le tout fonctionne, même s'il a été programmé par différents groupes. Maintenant, on s'est assuré qu'on a fait cette étape d'intégration. On va passer à l'installation de notre logiciel.
Donc, on va l'installer. Donc, s'il y a un problème d'installation, on revient à l'intégration. Donc, quelque chose qui a été mal intégré avec les parties du logiciel. Donc, on termine notre installation. Une fois terminé, ça y est, donc c'est l'étape où le client va commencer à exploiter le logiciel et au moment où il commencera à exploiter, donc il y a lieu d'intervenir en cas de besoin s'il y a maintenance, besoin de maintenance. Besoin de maintenance, il commence par exemple à l'utiliser et le logiciel bug, donc il faut le corriger. Par exemple, il y a une fonctionnalité qui n'a pas été programmée, donc il faut le compléter. Donc, on va le perfectionner. Donc, toutes les maintenances qu'on a vues, perfectives, correctives, adaptatives. Donc, par exemple, on a fait le logiciel pour qu'il fonctionne sur un poste. Ensuite, lorsqu'on a installé le client, on demande à l'exploiter en réseau. Donc, il faut adapter à cet environnement de travail. Donc, cette histoire, elle se fera à travers cette maintenance qu'on pourra opérer sur le logiciel. Est-ce que vous avez compris? S'il vous plaît? À ce niveau, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous êtes là au moins? Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? C'est clair, madame. D'accord. Donc, vous voyez bien, toutes ces étapes-là, c'est le cycle de vie. Maintenant, pourquoi c'est un modèle de cycle de vie? Parce que regardez le schéma, comment il se déroule. Il se déroule d'une certaine façon. Donc, ça, c'est un premier modèle. C'est le modèle en cascade. Donc, parmi les avantages de ce modèle, c'est qu'il est facile à mettre en œuvre. Donc, c'est clair et net qu'on fait une phase, après une autre, etc. Toutes les phases, elles sont bien distinguées l'une de l'autre et on connaît le rôle de chaque phase. Et du coup, on connaît qu'est-ce qu'il faudra qu'on fasse dans chaque phase. Donc, ce modèle, il est recommandé surtout lorsqu'il s'agit de faire des petits projets de logiciels. Donc, un logiciel qui n'est pas trop complexe, un petit logiciel, par exemple, gestion de la comptabilité, on connaît exactement comment on fait la comptabilité sans l'informatique. Donc, quand je voudrais informatiser un logiciel qui fait ça de façon automatique, donc ça, c'est un petit projet, donc je peux préconiser ce modèle-là pour le faire, donc adapté au petit projet. Et aussi, l'un des avantages, c'est que ce modèle, il est vraiment adapté lorsque les besoins sont clairs et stables. C'est-à-dire que je connais dès le départ ce que je vais faire. Gestion de la comptabilité, j'ai l'habitude de la faire de façon manuelle sur papier. Maintenant, je sais comment on travaille, je sais quels sont mes besoins, les fonctions, les calculs, les bilans qu'il faut faire ressortir, le grand livre, le journal, etc. Donc ça, je sais le faire de façon manuelle. Donc, mes besoins sont clairs. Et à chaque fois, je fais le même travail, ça ne change pas. Donc, c'est stable. Donc, lorsque j'ai la clarté, la stabilité de mes besoins, donc ce modèle en cascade s'adapte bien. Mais quand même, avec les avantages, il existe aussi des inconvénients pour ce modèle. Parce qu'en général, les projets de logiciels, en général, suivre un développement séquentiel n'est pas vraiment adapté. Parce que les vrais projets, donc il y a beaucoup de, si vous voulez, pas de surprises, mais plutôt beaucoup de paramètres qui n'apparaissent pas tout à fait au départ, lors de l'expression des besoins, spécification des besoins. Donc, du coup, certains paramètres des logiciels à développer vont apparaître lorsque, par exemple, on va arriver au codage ou bien à la conception architecturale, etc. Donc, si vous voulez, donc ce genre de projet, c'est des projets de la réalité. Donc, ils ne sont pas stables au départ. Donc, très peu de projets suivent cette stabilité en termes de développement. Donc, et du coup, parmi les inconvénients, ce cycle de vie en cascade, ça peut ne pas s'adapter aux vrais projets qui présentent une instabilité dans l'expression des besoins. Aussi, justement, en parlant de ces besoins, si on devait exprimer de façon claire et stable les besoins tout à fait au départ, ça peut être difficile pour certains projets. Donc, les projets, par exemple, complexes, donc définir clairement et ne pas changer d'avis après, ça, c'est difficile à atteindre comme objectif. Et du coup, si par exemple il y a de nouvelles exigences ou bien des nouveaux besoins qui arrivent au cours du développement, donc le cycle de vie en cascade ne permet pas de les prendre en charge. Parce que vous avez vu
si je suis dans une activité ou bien une phase, je ne peux revenir qu'à la phase précédente. Donc, je ne peux pas revoir les autres étapes passées. Donc, du coup, je ne peux pas modifier. Et donc, si j'ai envie de modifier, je dois refaire le tout de bout en bout. Et l'un des inconvénients majeurs, c'est qu'il n'y a pas de validation. Vous voyez bien dans le schéma, on ne valide rien. C'est-à-dire, lorsqu'on arrive à la fin, c'est là où on va rencontrer peut-être certains problèmes et c'est là qu'on fait à peu près de la validation, par exemple l'intégration, l'installation, etc. Donc, il n'y a pas de validation, si vous voulez. Donc, on ne valide rien du tout au niveau intermédiaire. Donc, on doit définir la totalité des besoins au départ. Dans ces cas-là, s'il n'y a pas de validation intermédiaire, on risque gros à valider lorsqu'on le fait tardivement. Par exemple, si au moment où je dois intégrer, installer, commencer à exploiter, je rencontre des problèmes, donc j'aurai validé mon logiciel tardivement. Et si jamais je rencontre des problèmes, je suis obligé de refaire le tout. Je ne peux pas revenir à faisabilité comme ça, sauter, etc. Donc la validation, elle est tardive et du coup, ce modèle-là peut ne pas s'adapter lorsqu'on rate quelque chose pour la prise en charge des vrais besoins du client. Donc ici, on trace un peu le pourcentage de la spécification par rapport à l'utilisation du logiciel. Donc vous voyez bien, donc ici nous avons avant la spécification faisabilité, établissement des besoins, donc les besoins, donc expression des besoins du client. Donc c'est la première phase, on ne l'a pas remise ici, on ne l'a pas écrite ici, on l'a englobée dans cette phase de spécification. Donc si je suis à cette phase, en termes de spécification, j'aurais réalisé 100% pour la spécification, pour cette phase. Mais en termes d'utilisation du client, donc il ne pourra rien utiliser comme logiciel. Donc quand j'arrive à la conception, une fois terminé, j'aurai réalisé ma conception à 100%. Mais toujours, l'utilisation, c'est 0% pour le client. Le codage et test, quand j'aurai terminé, c'est 100%, mais l'utilisation, c'est toujours 0%. L'intégration, j'aurais réalisé à 100%, mais l'utilisation, c'est 0. La validation, c'est au moment de valider, c'est là où j'aurai la validation 100%, utilisation 100%. Donc, vous voyez bien que la validation et l'utilisation du logiciel, elle arrive tardivement à la fin du cycle de vie du logiciel lorsqu'il est développé selon le modèle en cascade. Voilà. Donc, voici. Donc, on a terminé pour le cycle de vie en cascade. Maintenant, arrive un autre cycle de vie qu'on appelle un peu le cycle de vie en V et qui ressemble un peu au cycle de vie en cascade avec une différence près. Parce que là, vu les inconvénients qu'on a rencontrés dans le cycle de vie en cascade, donc les chercheurs, les travailleurs dans le domaine du génie logiciel ont vu l'utilité d'introduire un cycle de vie en V qui prend en charge non seulement le cycle de vie en cascade, mais rajoute d'autres étapes de validation intermédiaire. Cela est fait pour pallier les inconvénients qui ont été relevés dans le cycle de vie en cascade. Donc, parmi les caractéristiques de ce cycle de vie, donc, ce cycle de vie, il est par excellence un cycle de vie orienté test. Ça veut dire à chaque étape, il y a des tests. Il faut tester et valider, tester et valider. Chose qui n'existait pas dans le cascade. Donc, une activité, donc dans ce cas-là, puisqu'il est orienté test, donc à chaque activité, on lui fait correspondre, on lui fait associer une activité de vérification, validation. D'accord? Donc, ça veut dire, je termine une activité, mais une fois terminée, je peux tout de suite la vérifier et la valider. Donc, parmi les activités créatives, donc c'est la spécification, conception, codage. Et parmi les activités de vérification, c'est la validation, l'intégration et test unitaire. Test unitaire, c'est pour le codage. Justement, ces tests unitaires, c'est ceux-là que vous allez voir dans le GL3. Et vous avez le travail d'intégration parce que s'il y a conception, donc il faut intégrer les différentes conceptions
pour que le tout fasse un tout, une conception globale cohérente entre les différentes parties qui peuvent être développées par différents groupes de travail. Et la spécification, il faut valider justement ce cahier de charge, donc valider les différents diagrammes, etc. Dans ce cas-là, puisque c'est orienté test, toujours, donc la vérification est prise en charge au moment de la création. Donc, une fois que je crée l'activité, je crée en parallèle l'activité qui va me permettre de valider cette phase. Voici le schéma du cycle de vie en V. Donc, ce qu'on peut remarquer d'ores et déjà, donc déjà, si on voit cette partie du V, donc on voit bien que c'est la lettre V qui est tracée, donc vous avez la première branche du V, et ici vous avez la deuxième branche du V. Donc si je vois cette première partie, ce n'est que le modèle en cascade. Parce que le modèle en cascade, on a justement une seule branche du V, on n'a pas l'autre branche. Donc justement pour lever les inconvénients, pallier les inconvénients du cascade, on a introduit cette nouvelle branche du V qui a pour rôle de faire introduire à chaque phase ou bien à chaque activité toutes les activités de validation de la phase en cours. Par exemple, ici, quand je suis sur la faisabilité et cahier de charge, je peux revenir à cette phase-là ou bien cette activité une fois que j'aurais installé le logiciel et testé le système. J'ai installé le logiciel, j'ai testé le système, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui cloche dans l'expression même des besoins au départ, faisabilité. Donc, je peux revenir à cette phase-là pour revoir les choses qui ne fonctionnent, qui n'ont pas été prises en charge. Donc, lorsque je suis dans la phase de spécification des besoins, la phase de spécification des besoins, donc cette phase-là, elle est validée par un test d'acceptation. Donc, si, par exemple, le test d'acceptation n'a pas été bien fait, donc je peux revenir à tout moment à cette phase de spécification. Donc, phase de spécification, par exemple, supposons c'est l'établissement des différents diagrammes UML. À un certain moment, il faut que le client me donne le OK. Donc, c'est ce qu'on appelle le test d'acceptation. S'il me donne le OK, c'est bon. Donc, ma spécification, elle a été bien faite. Donc, maintenant, je passe à la conception architecturale. Donc, celle-ci, elle peut être validée par une phase qu'on appelle intégration et test d'intégration. Celle-ci, je veux dire, conception architecturale, conception détaillée, d'accord. Donc, celles-ci, ils peuvent être validées par intégration et test d'intégration. Pourquoi? Parce qu'ici, dans la conception architecturale, il se peut que des parties, donc la conception ait été partagée en plusieurs parties et chaque partie a été développée par un groupe différent. Donc, par des groupes différents, supposons que la conception, elle a été partagée en trois parties. Donc, cette conception en trois parties, donc je l'ai déléguée à trois groupes. Donc, à la fin, il faut que le tout, le global, soit cohérent et soit communicant. C'est ce qu'on appelle l'intégration. Il faut intégrer le tout dans un seul bloc, si vous voulez, parce que le tout constituera notre futur logiciel. Donc, dans ce cas-là, il faut déployer en parallèle une étape qu'on appelle l'intégration et test d'intégration. Je vais grouper le tout, les trois parties, et je vais faire un test pour vérifier que les trois parties fonctionnent ensemble, qu'il y a de la cohérence, qu'il y ait de la communication entre les différentes parties sans aucun problème. Je peux passer à la conception détaillée. Donc, je vous ai dit, la conception détaillée, c'est quoi? C'est l'écriture des algorithmes, c'est le choix des structures de données, c'est la documentation qui décrit le rôle de chaque partie du logiciel, etc. Donc, cette conception détaillée, ainsi que la programmation, parce que là, je traduis en langage de programmation ce que j'ai fait ici, en langage de programmation. Donc, ces deux étapes, je peux les valider par des tests unitaires.
C'est ce que je vous ai dit. Et vous allez voir ces tests unitaires dans le GL3. C'est justement ces tests unitaires pour valider la conception détaillée, la programmation. Donc, vous voyez bien. Donc, quand je passe à programmation, je peux faire un test unitaire pour valider la conception détaillée. Donc, une fois que j'aurai fait les modifications qui s'imposent, je reviens à la programmation. Ensuite, je fais test unitaire et ainsi de suite. À la fin, j'aurai validé ma programmation et ma conception détaillée. Une fois que j'ai validé, je peux venir ici pour l'intégration et test d'intégration. Donc, ces tests d'intégration, justement, c'est pour valider ma conception architecturale. Test d'acceptation, c'est pour valider mon cahier de charge en termes de spécification des besoins. Et installation et test système, c'est pour valider mon étude de faisabilité et cahier de charge. Donc, ces trois-là, donc test d'acceptation, intégration, test d'intégration, test unitaire, on les appelle des activités de vérification. Par contre, spécification, conception architecturale et détaillée, c'est les activités créatives. Donc, on va créer des choses. Ça, c'est une activité aussi. Voilà, donc le schéma de cycle de vie en V. Est-ce qu'il y a des questions à ce propos? S'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des questions? Non, madame. Donc, je continue. Donc, les avantages, donc on a cité à peu près 3 avantages. Donc, ici, parmi les avantages, c'est un modèle idéal quand les besoins sont bien connus. Donc, toujours, il faut avoir les besoins bien connus et l'analyse et la conception, elle est claire. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté dans l'expression des besoins et on sait exactement ce qu'on doit réaliser comme conception, ce qu'on se doit faire comme analyse des besoins, donc pour pouvoir tracer la spécification des besoins de façon claire et nette. Et la conception, on sait exactement ce qu'on doit schématiser comme modèle. Donc, parmi les avantages, c'est que l'existence de ces phases, de ces activités de validation et vérification. Ça veut dire que à chaque étape d'une activité de ce cycle de vie en V, existera des étapes ou bien des activités de validation et vérification. Donc, ici, ce modèle, qu'est-ce qui permet aussi d'éviter? C'est-à-dire, il permet d'éviter d'exprimer des choses à faire en termes de conception, codage, qui sera impossible de vérifier à la fin. Donc, c'est-à-dire qu'on ne concevra des choses que on a les moyens pour vérifier s'ils sont corrects ou pas. Donc, ici, ça permet d'éviter de prendre en charge des besoins démesurés, si vous voulez. Je veux faire ça, mais par exemple, parmi les choses que le client veut faire, on ne prendra que ceux qui peuvent être pris en charge correctement et qu'on ait suffisamment de moyens pour pouvoir les vérifier qu'ils sont corrects. Oui, mais parmi les inconvénients aussi, on utilise les logiciels tardivement. Donc ici, arrivé à la programmation, c'est après la programmation, si tout a été validé, l'installation et les tests du système, c'est donc ça vous voyez bien que donc l'utilisation elle est tardive. C'est l'un des inconvénients. Ça veut dire ici, puisqu'elle est tardive, on attend longtemps pour savoir si on a créé le bon logiciel et difficile d'impliquer les utilisateurs ces logiciels exploitants qu'en dernier. Donc, les clients ne peuvent intervenir sur ce logiciel qu'à la fin. Donc, c'est une utilisation quand même tardive. Voilà, donc pour le cycle de vie en V, donc on l'a terminé. Donc, cycle de vie en V, finalement, il vient, si vous voulez, résoudre ou bien prendre en charge les inconvénients du cycle de vie en cascade, en intégrant justement un deuxième palier de la branche du V qui rassemble tous les tests d'intégration et de validation de chaque étape ou bien de chaque activité du cycle de vie du logiciel. Donc, cette deuxième branche de vérification, intégration et test n'existe pas justement dans le cycle de vie en cascade. Cycle de vie en cascade, on est en train de fonctionner, c'est comme si on était en train de développer à l'aveuglette. Et on arrive à la fin, ça peut être bon, c'est le bon logiciel, ça peut ne pas être bon, et dans ce cas-là, on est obligé de revenir tout à fait au départ
pour refaire le tout. Chose qu'on peut éviter dans le cycle de vie en V. Donc voilà, donc on essaye maintenant de voir un peu un autre modèle de cycle de vie qu'on appelle le cycle de vie en cascade. Plutôt, pas en cascade, mais par prototypage. Donc déjà, d'ores et déjà, sans rentrer dans les détails, c'est un cycle de vie qui permet de créer des prototypes. Prototype veut dire quoi? Veut dire que je veux créer un logiciel. Ce logiciel, je vais essayer de le créer en miniature. Donc, et le petit logiciel miniature, c'est ça qui constitue mon prototype. C'est comme si je devais créer une maison. Par exemple, si vous voyez l'architecte, il va construire une maison, mais avant de la construire dans la réalité, il en fait une maquette, une petite maquette, une petite maisonnette. Donc, il reprend un peu les mêmes dimensions de la maison réelle, mais en miniature. Donc, c'est pour voir à peu près l'architecture globale de la maison, de la future maison à construire. Donc, il fait une maquette de la maison. Là, c'est le même principe dans le modèle par prototypage. Donc, on va créer un petit modèle, une petite maquette miniature du futur logiciel. Le futur logiciel, c'est les vraies dimensions, c'est les vraies fonctionnalités. Et la petite maquette, on reprend que quelques petites fonctionnalités de ce logiciel. Donc, ça veut dire qu'on va créer un prototype. Donc, ce prototype, il est construit et utilisé en phase d'analyse, spécification des besoins. Donc, on va discuter avec le client sur les fonctionnalités qu'on va créer, qu'on va faire. Et puis là, dans ce modèle de prototypage, on part de l'idée, une fois ciblé les besoins, donc je cible des besoins et je me dis, je saurai ce que je veux du futur logiciel quand je le verrai très tôt. Donc, par exemple, parmi les besoins, supposons j'ai exprimé 10 besoins et parmi les 10 besoins, il existe 2 ou 3 besoins qui sont les piliers, si vous voulez, les plus importants de mon logiciel. Et ces 2 ou 3 besoins, eh ben, je vais tout de suite les faire. Je vais tout de suite, si vous voulez, concevoir, programmer, je vais faire ressortir un logiciel qui contient les 2 ou 3 fonctionnalités. Quand je verrai ce petit logiciel, je me dis, voilà, donc maintenant, je suis sûre que quand je vais passer à grande échelle, je sais exactement ce que je veux. Donc, je sais parce que j'ai vu une petite maquette de ce logiciel. C'est l'idée de se dire, je cible des besoins et je saurai ce que je veux dans la réalité, dans la vraie dimension de mon logiciel, lorsque j'aurai développé au moins quelque chose de petit, lorsque je le verrai, je vais voir le petit logiciel maquette que j'aurai développé très tôt. Et ici, je fais comme ça. Déjà, j'aurai gagné dans la vérification parce que je peux vérifier mes choix spécifiques de l'interface homme-machine. Parce que quand je vais développer l'interface, je vais faire des choix, etc. Je vais faire l'enchaînement des menus, etc. Quand je fais ça pour la petite miniature de logiciel, et ben, ça me permet de cibler ou bien de choisir mes vraies, si vous voulez, spécificités de l'interface homme-machine. Donc maintenant, si je construis le modèle et utiliser en phase de conception, donc ça veut dire je vais m'assurer de la faisabilité des parties critiques. Par exemple, lorsque j'aurai à concevoir quelque chose, donc il y a des parties de cette conception qui sont, si vous voulez, la base du logiciel futur. Donc ces parties qui sont critiques, si vous voulez, donc c'est ceux-là que je vais prendre en charge dans le prototype, dans la maquette. Très tôt, je vais les prendre en charge. Et si je les prends en charge très tôt, ça va me permettre de voir est-ce que c'est faisable ou pas. Donc, ça veut dire que je vais m'assurer très tôt de la faisabilité des parties les plus importantes du logiciel futur.
Et sans parler du fait, si je pris en charge la phase de conception dans la maquette, dans le petit logiciel miniature, donc ça va me permettre de vérifier mes choix de conception et vérifier aussi l'efficacité de mes algorithmes, donc l'efficacité réelle de mes algorithmes, parce que ceux-là, les algorithmes, je vais les écrire, je vais les programmer. Donc ça va me permettre de vérifier et valider tout ça. Ma conception, la faisabilité des parties les plus importantes et la validation des choix conceptuels. Alors, parmi les prototypes que je peux préconiser, il existe deux façons de faire. Je peux préconiser un prototype jetable, comme je peux préconiser un prototype évolutif. Donc, un prototype jetable, ça veut dire que je vais le tester, je vais le vérifier, je vais écrire quelque chose, je vais faire ressortir une petite maquette du logiciel. Donc, en exécutant ce petit logiciel, je me suis rendu compte que c'est bon, c'est le bon choix à faire, c'est les bons IHM, interface aux machines, c'est la bonne conception, c'est le bon algorithme. J'ai vérifié, j'ai validé, c'est les bons choix, etc. Maintenant, je décide de passer à la réalisation complète et réelle, à la vraie dimension de mon logiciel. Et dans ce cas-là, je vais jeter l'ancien. Je vais jeter la maquette, j'en ai plus besoin. Je prends dans le nouveau développement du vrai logiciel tous mes choix que j'avais faits, dans le développement de la maquette. Et dans ce cas-là, cette maquette ou bien ce prototype, ça s'appelle jetable. Parce que je ne vais pas l'utiliser pour le développement réel du logiciel. Je vais le jeter. Je vais m'en débarrasser. Je ne garderai de cette maquette que les choix que j'avais faits en termes de structure de données, algorithmes, choix IHM et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle le prototype jetable. Comme je peux ne pas jeter ce que j'ai déjà développé, même s'il est en miniature, et je vais le faire évoluer à travers le temps pour aboutir à la fin au logiciel complet qui englobera toutes les fonctionnalités demandées par les clients. Donc, lorsqu'il s'agit d'un prototype jetable, donc le prototype constitue le squelette du logiciel et on le crée pour un but et dans une phase particulière du processus de développement. C'est pour s'assurer que cette phase de développement elle est le bon choix à faire dans le développement réel. Par contre, pour le prototype évolutif, on garde le prototype initial et on le fait évoluer. Donc, il devient évolutif. Donc la première version du prototype qu'on a initialement développé, c'était qu'il va constituer l'embryon. C'est, si vous voulez, le noyau, c'est le noyau du produit final. Et ce noyau du produit final, donc c'est celui-là sur lequel on va opérer des itérations, ou bien on va lui infliger des itérations jusqu'à l'aboutissement du produit final. Donc, ce prototypage évolutif, il est intéressant de le faire lorsque la petite maquette qu'on a réalisée du logiciel futur nous a coûté beaucoup de temps et nous a coûté aussi beaucoup d'argent. On a investi beaucoup d'argent et on a investi beaucoup de temps. Donc, tout cet argent et ce temps, on décide de ne pas le gaspiller, plutôt de l'investir dans le développement futur du logiciel. Mais si pour le prototypage jetable, on décide de le jeter parce que ça a été vite fait et ça n'a pas pris beaucoup de temps ni consommé d'argent. Et puis là, il est facile de le refaire dans un temps record. Alors que le prototypage évolutif, non. Lorsqu'il s'agit d'un logiciel complexe, donc l'effort fourni dans le développement du noyau du produit final, il est important de ne pas gaspiller cet effort-là et de l'investir en itération pour l'aboutissement du logiciel final. Donc, voici une petite représentation graphique de ce cycle de vie par prototypage. Donc, vous voyez bien, ici, vous avez le premier noyau, d'ailleurs, vous le voyez sous forme de cercle. Donc, ce premier cercle-là, ça constitue le noyau de notre logiciel futur.
Et si on décide de faire un prototypage itératif, on continue après ce noyau, ça veut dire ce noyau, on ne va pas le jeter, on va continuer dessus pour aboutir au produit final. D'accord? Donc, ce noyau constitue quoi? On va collecter les exigences. Donc, c'est l'établissement du cahier de charge. Ça veut dire on a exprimé les besoins, on a spécifié les besoins. Lorsqu'on a fini les deux phases, on a établi un cahier de charge complet, clair, etc. Ensuite, on va essayer de faire une petite conception rapide. Pourquoi rapide? Parce qu'on n'a pas pris toutes les exigences en termes de développement. On va essayer de vérifier juste quelques spécificités du futur logiciel. Donc, on va faire une petite conception rapide, conception de l'IHR, conception des modules, etc. Ensuite, on construit un petit embryon, une petite maquette qu'on appelle le prototype. Et ensuite, on va évaluer ce prototype avec le client. On va lui dire, essaye de tester, est-ce que c'est bon, c'est pas bon, est-ce que c'est ce que tu veux dans le futur, etc. Et le client, il va nous donner ses remarques, il va encore affiner ses exigences. Il nous dit, non, il faut ajouter ça, il faut retrancher ça, il faut éviter d'utiliser une IHM trop complexe, rajoutez-moi des couleurs, rajoutez-moi ce module qui fait ça, etc. Donc, ça veut dire qu'il va nous affiner encore mieux les exigences et il va et intégrer ces nouvelles suggestions. Donc, avec cet affinement d'exigence, on va reprendre un petit peu la conception rapide. Donc, on va construire le prototype, nouveau prototype, et ainsi de suite. Donc, on continue à le faire jusqu'à ce que le client nous dit, oui, c'est bon, je crois que ce petit logiciel, c'est ce que je veux réellement dans la réalité. Donc, il va accepter. Donc, il va nous donner son acceptation. Une fois qu'il a accepté, ça y est, donc le prototype, si on est dans le jetable, donc on ne va plus l'utiliser, donc on va démarrer à zéro, donc on va concevoir une nouvelle conception, etc. Si c'est celui-là qu'il veut, nous on travaille avec un prototypage itératif, on reprend ce qu'on a fait dans la conception rapide pour compléter notre conception, ensuite programmer, donc on va faire la programmation codage, ensuite on va tester ce qu'on a programmé, et une fois testé, installer et commencer la maintenance. Donc, on voit bien ici la maintenance. Quand on arrive à l'étape de maintenance, on peut revenir au test, on peut revenir au codage ou à la conception pour revoir toutes ces trois activités. Et le but, c'est d'affiner de mieux en mieux notre produit final. Est-ce que c'est bon dans ce schéma, s'il vous plaît? S'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Est-ce que vous êtes là au moins? Oui, madame. D'accord, donc s'il n'y a pas de questions, donc je vais passer. Donc, parmi les avantages de ce modèle de cycle de vie, donc ça veut dire, parmi les avantages, c'est que par exemple, lorsque j'utilise par exemple un prototype non jetable, surtout non jetable, ça veut dire que je ne vais pas perdre ce que j'ai fourni comme effort au départ, lors du développement de l'embryon. Donc, c'est un effort qui sera consacré et réinvesti dans l'étape de développement réel du vrai modèle. D'accord? Mais parmi les inconvénients, c'est que ici, prendre des décisions rapides sont rarement des bonnes décisions. Parce que lorsque je fais un prototype au départ, donc ça veut dire que je suis en train de faire quelque chose de petit, rapidement, etc. Mais faire les choses rapidement selon des décisions initiales, ça c'est rare. Donc c'est rarement des bonnes décisions. C'est l'un des inconvénients. Et puis là, on se demande aussi, lorsqu'on adopte la stratégie de prototype évolutif, on se dit, si on le fait évoluer à une certaine étape, est-ce qu'à la fin, on est sûr d'aboutir au vrai logiciel? Donc, peut-être en le faisant évoluer et on n'aboutit pas réellement à tout ce qu'on a voulu faire au départ. Donc ici, il y a une question qu'on se pose. C'est l'une des questions qu'on devra se poser. Et du coup, ça veut dire que je suis en train de faire évoluer dans l'inconnu. Donc, je ne sais pas à la fin de cette évolution, est-ce que j'aurai à 100% le logiciel que je voulais réellement avoir ou bien c'est pas à 100%. Il y a des choses qui ont été faites, qu'on a fait évoluer, mais ça dérape un petit peu, ça ressort un petit peu de ce que j'ai réellement voulu en tant que client. Voilà, donc on arrive, je crois il est 10h10.
Voilà, donc on arrive aux spirales. Donc vous avez le spirale. Ensuite, l'incrémental itératif. Donc je crois que je vais m'arrêter ici. Donc si vous permettez. Parce que là, le spirale, il est quand même complexe. Il va nous prendre beaucoup de temps. Donc, attendez, je vais arrêter le partage. Donc, bon, je vais plutôt partager Windows. Voilà, je ne vais pas venir ici, diapositive. Donc, les diapositives. Donc, pour l'instant, nous avons vu le modèle. Est-ce que vous arrivez à voir, s'il vous plaît? Est-ce que vous arrivez à voir les diapositives? À partager, voilà. Donc, partager. S'il vous plaît, est-ce que vous arrivez à voir mes diapositives? Oui. Voilà. Donc, nous avons vu pour l'instant le modèle en cascade, le modèle en V, le modèle par prototypage. Il nous reste le modèle en spirale et le modèle itératif incrémental. Donc, le modèle en spirale, surtout en spirale, est un petit peu long et complexe à expliquer. Pas complexe, mais un petit peu, il y a beaucoup de détails. On le voit ici, à travers le spirale. Donc, déjà, nous allons voir les caractéristiques, le schéma qui est un petit peu détaillé. Et puis là, on verra un peu beaucoup de choses relatives à ce modèle. Donc, ce modèle, on le verra avec celui de l'itératif la prochaine fois. Comme ça, on ne va pas sortir un peu du créneau pour lequel on s'est fixé pour ce cours. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? S'il vous plaît, est-ce qu'il y a des questions? Non, madame. Maintenant, le PDF après. Je peux vous poser une question. Parmi les modèles qu'on a vus jusqu'à maintenant, même la prochaine fois, donc lorsqu'on verra le spirale et l'incrémental, parmi les modèles, vous voyez bien, par exemple, lorsque je parle du modèle en cascade, il y a toujours spécification, conception, programmation, intégration. Par exemple, si je prends le V, le modèle en V, il y a aussi spécification, conception, programmation, test, etc. Si je prends le prototypage, donc on voit bien, il y a ici la spécification, collecte des exigences, c'est la spécification, la conception, ensuite le codage, on voit bien la programmation, le test, etc. On voit bien que c'est les mêmes phases du cycle de vie. Maintenant, ma question, quelle est, dans ce cas-là, quelle est la différence entre les différents modèles? Donc, les différents modèles, quelle est la différence? Ils se caractérisent par quoi? Donc, question que je vous laisse, que peut-être il faudra me répondre la prochaine fois. Donc, vous essayez de faire un petit effort pour trouver la réponse. Donc, je vais écrire la question. Quelle est, bon, je vais écrire carrément, quelle est la différence entre les différents. Vous voyez bien qu'ils ont les mêmes étapes, mais ils se caractérisent, ces modèles se caractérisent par quoi? Les différents modèles de cycle. Voilà. Et la différence entre les modèles du cycle de vie, c'est-à-dire que les modèles du cycle de vie se caractérisent par quoi? Qu'est-ce qu'ils décrivent? Que décrivent? Donc, si vous voulez, que décrivent les différents modèles du cycle de vie? Voilà, des questions que je vous laisse.
Est-ce qu'il y a des questions de votre part, s'il vous plaît? Vous avez tout compris? S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut me répondre au moins? Oui, madame, c'est clair. Oui, madame, je pense pas qu'il y a une question. Donc, on a vu ces 3 modèles de cycle de vie, cascade, V, prototypage. Et la prochaine fois, Inch'Allah, on verra le modèle spirale et le modèle itératif incrémental. Surtout le modèle spirale qui est un petit peu, il présente quelques phases un petit peu compliquées. Pas difficile, mais il y a beaucoup de détails, il est un petit peu détaillé. Donc, on va expliquer mieux la prochaine fois. Donc, sur ce, je vais arrêter le cours et je vous donne une pause de 10 minutes jusqu'à un quart d'heure pour reprendre le TD. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Ok, madame. D'accord. Donc, 10 10h35. minutes à 15 minutes. 10 à 15, d'accord? Ok. Donc, à tout à l'heure.